Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par le Hub Innovinfra. Je me présente, je suis Pierre-Yves Legrand, directeur de NovaBuild. Alors, un petit mot sur le Hub Innovinfra, si vous voulez bien. Le Hub Innovinfra est un réseau constitué de 4 réseaux territoriaux euh, qui sont Indura, le cluster Indura pour la région Rhône-Alpes-Auvergne, le cluster Éco-Chantier pour la région Bourgogne-Franche-Comté, le cluster ODIS pour la Nouvelle-Aquitaine et NovaBuild pour les Pays de la Loire, dont je suis le directeur. Donc, 4 réseaux territoriaux, un accélérateur d'innovation, l'IREX, et 2 organisations professionnelles qui nous accompagnent, la Fédération nationale des travaux publics et le SATEC. Je ne sais pas si on peut mettre l'image en cours. Et donc, le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans un ensemble de 4 rencontres. Et on peut dire, peut-être que c'est la première fois qu'on peut dire un aspect positif de la crise de la Covid, c'est que jamais nous aurions été en capacité, du fait de notre dissémination sur le territoire, avant la Covid, de pouvoir organiser ces 4 rencontres ouvertes à toutes et à tous. Et donc, comme vous le voyez, nos 4 organisations présenteront le 11 décembre, donc aujourd'hui même, une première rencontre, le 15 janvier, le 12 mars prochain et le 16 avril, toutes sur la thématique globale du BIM dans les infrastructures. Dans la perspective, toute cette séquence, cette série, ce cycle s'inscrit dans la perspective de l'infra BIM Open qui se déroulera du 30 août au 1er septembre avec un ancrage à Lyon, mais avec une forme numérique du fait justement des difficultés et de la question sanitaire. Alors, le Hub Innovinfra, je vous disais, c'est un réseau de réseaux dont l'objectif est de faciliter les collaborations innovantes. Donc, le deuxième objectif, c'est de faciliter l'innovation, de répondre aux enjeux de société. La rencontre d'aujourd'hui, si on peut passer le deuxième slide, elle a été voulue de façon très concrète à rendre, à montrer à quel point le BIM est accessible à tous les types de projets, à tous les types d'entreprises. Et donc, aujourd'hui, on va parler des aménagements en BIM. La question qu'on se pose, c'est si c'est une solution d'avenir, mais on va le voir que c'est déjà une solution d'aujourd'hui, puisqu'on est sur un retour d'expérience avec un bel exemple du centre hospitalier du Mans. Mais juste avant d'avoir un retour d'expérience précis, concret sur le centre hospitalier du Mans, on a demandé à Karim Selouane s'il veut bien rejoindre, fondateur et dirigeant de Résalliance, de nous présenter le projet Mind et de nous présenter plus globalement, peut-être que c'est aussi une ouverture de ce cycle de 4 webinars, de nous présenter plus globalement l'intérêt du BIM dans des questions géographiques. Alors, je ne sais pas si Karim est avec nous, parce que, voilà, maintenant, le temps est venu de lui laisser la parole. Est-ce qu'on a un petit souci? Non, c'est bon. Voilà, Karim est en train d'arriver. Bonjour, Karim. Bonjour tout le monde. Alors, Donc, je vous laisse la parole pour une dizaine de minutes pour nous présenter à la fois ce qu'est Mind et puis comment est-ce que le BIM et les questions géographiques, le territoire, l'ancrage territorial, comment est-ce que le BIM peut nous aider sur ces questions-là. À vous la parole. Bonjour tout le monde. Alors effectivement, donc pour vous présenter ce qu'est le programme Mind, avant toute chose, c'est un programme de recherche qui se veut lui collaboratif, qui a été entamé depuis mars 2014 et qui a pour objectif de favoriser le développement du BIM, à savoir le Building Information Modeling pour les infrastructures, en améliorant la structuration des données de projet pour des échanges et des partages des informations dites plus efficaces. Pour simplifier ce résumé, la construction a toute une histoire à travers des corps de métier extrêmement variés. Et ces corps de métier ont chacun, depuis des décennies, voire des siècles, travaillé dans des univers techniques, dans des univers par la suite numériques qui se sont faits de manière très silotée. Et l'enjeu du BIM est de savoir comment est-ce que ces univers puissent se converger vers
une plateforme commune à travers le BIM. Alors, normalement, il y a une présentation qui doit… Voilà. Elle est arrivée. Voilà. Donc moi, dans ce cadre-là, donc je me présente, je suis le directeur et le fondateur de Résilience, qui est un bureau d'études au sein du groupe Vinci, dédié aux questions d'adaptation au changement climatique. Et en parallèle de cette activité, nous copilotons avec Sistra le programme Convergence BIM et SIG. Alors pourquoi BIM et SIG? Le BIM, vous l'aurez compris, c'est la maquette numérique généralement comprise autour de l'infrastructure ou du bâtiment. Mais nous allons essayer dans le cadre d'un programme de recherche de voir comment est-ce qu'on intègre la maquette numérique au sein de son territoire par une approche géographique. Alors, si ça marche, donc normalement ça doit marcher, non? Ah voilà. Ah, c'est allé trop vite. Désolé, voilà. Alors, je le disais tout à l'heure, je dirais, nous vivons tous dans des environnements extrêmement complexe. Nous avons ici dans cette image, donc c'est une illustration prise du BRGM que j'ai un peu complétée. Vous avez des questions d'un côté à gauche d'infrastructure, d'urbanisation, de territoire, d'aménagement, d'espace souterrain, de ressources minières, de verticalité, de sous-sol, etc. Chacun de ces univers, spatialement répartis de manière horizontale ou de manière verticale, sont liés à des milieu, il y a des représentations de connaissances et numériques très spécifiques. À savoir, si vous allez faire des études en souterrain, vous allez avoir des outils spécifiques au souterrain. Si vous voulez faire si vous voulez affaire à des outils liés à l'environnement ou au climat, vous avez des outils qui sont dédiés. Et la question est, comment est-ce que l'on intègre ces informations, sachant que chacune d'entre elles ont ses propres formats, ses propres fichiers, ses propres codes, ses propres règles et également ses propres échelles. Normalement, l'image doit passer. Mais ça prend un petit peu de temps, une fois qu'on clique, mais si vous avez cliqué sur la petite flèche. Normalement, oui. Voilà. Alors, l'exemple concret, c'est quand on parle de convergence BIM et SIG, donc le SIG, système d'information géographique. La question est qu'est-ce que l'on définit sous le terme de G? Il y a à la fois les notions géographiques, donc ce que vous observez à la surface, c'est le paysage de manière assez simple. La géophysique également, donc ce sont tous les comportements physiques liés au sous-sol et la géologie, à savoir les constituants lithologiques qui vont avoir un impact notamment pour des compréhensions de géotechnique très importante pour la conception des infrastructures. Donc ici, vous avez par exemple à gauche l'univers des représentations géologiques en 3D et vous avez ensuite des modèles de représentation 3D. La question est comment est-ce que ces représentations puissent être mis à contribution pour mieux contextualiser des projets d'infrastructure en termes de connaissances géotechniques et connaissances géologiques. Ces informations sont d'autant plus importantes parce que quand vous allez construire ou quand vous voulez concevoir une infrastructure, elle a forcément un ancrage géographique, la première couche, mais par exemple, quand vous avez des fondations, ces fondations vont forcément s'insérer dans des programmes ou dans un contexte géologique et géophysique. Hop. Alors, maintenant, pourquoi le système d'information géographique au sens géomatique? Ce terme est important car dans le BIM, il existe une notion de système d'information géographique, mais la géographie telle que définie dans le BIM est une représentation de type territoire, mais pas au sens géomatique de type système d'info qui permet par exemple de mettre en relation des objets et derrière d'en tirer des indicateurs ou des synergies ou des liens d'interdépendance. Autrement dit, quand vous constituez un système d'information géographique, pour mieux contextualiser votre projet de conception en termes de BIM, vous pouvez y décrire les voiries, par exemple, des données de réseau, les données du plan local d'urbanisme, la typologie d'occupation des sols, les plans cadastraux, des cartes d'IGN, par exemple, des photographies aériennes. Toutes ces couches d'informations sont ensuite superposées les unes avec les autres et en même temps, les informations elles peuvent être croisées pour mieux définir, par exemple, quels vont être les risques environnementaux qui vont devoir impacter la conception de l'infrastructure, mais également, si vous cherchez à vouloir
interagir avec des réseaux de type l'accès au réseau électrique, les réseaux enterrés pour les VRD, comment est-ce que votre BIM va devoir tenir compte de ces informations spatialisées. Hop. Voilà. Quelques exemples concrets d'applications. Alors, nous avons réalisé au sein du groupe Vinci et Resilience le développement d'un outil qui permettait pour la partie, parce que le BIM, faut savoir qu'il est à la fois utilisé pour la conception d'infrastructures, mais également pour la phase chantier et pour les phases d'exploitation. Pour une phase, ici, nous avons utilisé dans le cadre d'activités de chantier, comment est-ce que dans la partie processus de construction d'un bâtiment, au sein d'un territoire, l'on pouvait utiliser le système d'information géographique pour mieux aller récupérer des matériaux de construction et également pouvoir redistribuer des déchets du BTP dans des chantiers ayant des besoins en termes de matériaux. Ces besoins sont phasés avec le phasage des travaux liés au BIM, car un BIM permet de pouvoir faire du phasage de chantier. Normalement, ça doit avancer. Mais avant toute chose, quelques questions techniques. Pourquoi s'interroge-t-on à la question du BIM et du SIG? Pour s'interroger sur ces deux environnements numériques, et si on parle de convergence, c'est qu'on y trouve des points d'interopérabilité, des points d'interface. Cependant, il est important de noter que nous avons certes des parallélismes en termes de conception, je dirais, intellectuelle, mais il y a quand même des vraies spécificités techniques avec des points rouges à soulever qui sont des points dits d'achoppement. À savoir que pour qu'un BIM puisse être implémenté dans un environnement géographique, il lui faut être, je dirais, en conformité des coordonnées dites GPS, car il faut éviter tout décalage de points d'ancrage entre un baquet numérique et des coordonnées géographiques issues notamment des systèmes d'information géographique. Pareil, il faut regarder les données topographiques d'un côté, et pour que les données topographiques soient bien insérées dans la maquette numérique. Pareil pour les coordonnées géographiques telles que je l'ai vu. La question des échelles. Utilise-t-on les mêmes échelles dans la maquette numérique vis-à-vis d'une représentation cartographique d'un système d'information géographique, etc., etc. Donc, il y a des méthodes, il y a des points de similarité entre ces deux univers, mais en même temps, il existe des spécificités de type technique, et ces spécificités sont très importantes pour éviter tout risque de déformation de la maquette numérique sur les informations géographiques et inversement. Pourquoi je précise ce point rouge? Car c'est sur ces points d'achoppement, que le programme MIND est en train de travailler, à savoir comment faire en sorte qu'il existe une continuité numérique d'informations entre l'univers du SIG et l'univers du BIM. Je le répète, sachant que le BIM et le SIG ont leur propre univers numérique, leur propre univers en termes de langage, et l'objectif n'est pas de les transformer l'un et l'autre, c'est de trouver des interfaces de communication. Il vous reste 1 à 2 minutes, Karim. Hop. Alors, un cas concret, nous avons par exemple, nous utilisons la maquette numérique en lien avec les systèmes d'information géographique, par exemple, pour modéliser les phénomènes d'îlots de chaleur. Les phénomènes d'îlots de chaleur vont permettre d'intégrer tout un environnement géographique pouvant impacter les capacités de production de chaleur ou d'impact d'îlots de chaleur sur un programme d'aménagement en focalisant soit à l'échelle du bâtiment, du quartier ou de la ville. Nous avons réalisé un type d'étude qui répondait à ces enjeux. Ici, donc, vous êtes sur la gare du Nord à Paris et nous avons regardé l'ensemble de l'environnement géographique qui gravitait autour de la gare du Nord pour voir dans quelle mesure est-ce que la ville, le quartier autour de la gare du Nord pouvait impacter la transformation éventuelle de la gare du Nord et de voir comment est-ce que cet aménagement pouvait avoir un impact vis-à-vis du quartier existant, mais également comment est-ce que le quartier à la périphérie de la ville pouvait avoir un impact sur la gare du Nord. Pour ce faire, la conjonction du système d'information géographique et du BIM ont été des atouts majeurs permettant de concevoir des simulations sur différentes échelles.
Ces résultats ont donc permis, par exemple, d'améliorer la programmation et architecturale demandée par la ville de Paris. Et en conclusion? Et pour conclure, voici un peu un résumé. Donc ici, vous avez la convergence d'une maquette numérique coloriée ici en rouge de la gare du Nord, plaquée sur une cartographie issue d'un système d'information géographique permettant de simuler des résultats entre l'interaction système d'information géographique et BIM pour mieux appréhender les phénomènes d'îlots de chaleur. Voilà. Merci beaucoup, Karim. Vous allez rester avec nous pour pouvoir continuer à échanger avec les autres intervenants. Mais j'ai juste une petite question avant de poursuivre. Les personnes qui seraient intéressées sur cette question de la connexion entre le BIM et le SIG, avec qui est-ce qu'ils peuvent prendre contact? Est-ce que vous avez des coordonnées? Est-ce que c'est directement avec Mind? Oui, tout à fait. Alors, Mind, ils peuvent passer par moi dans la mesure où je copilote avec Sistra ce programme. Et en plus, nous sommes en train de chercher des sites d'expérimentation. Donc, nous avons déjà trouvé un terrain d'expérimentation dans le 94. Nous sommes ouverts et nous serions heureux de pouvoir tester l'expérimentation de cette convergence BIM-SIG dans des problématiques d'aménagement dans d'autres territoires. Effectivement. Très bien. Donc, si vous voulez bien laisser vos coordonnées dans le chat pour si certaines personnes ont envie de vous contacter. Et puis, je vais tout de suite appeler William Bayeul et Stéphane Berthomé à venir nous rejoindre sur scène. Alors, William Bayeul est chef de projet transition numérique, direction des supports opérationnels chez Eiffage Infrastructure. Bonjour, William. Bonjour. Et puis, Stéphane Berthomé, qui est le référent BIM d'Eiffage Route. Et donc, à vous deux, vous allez faire un duo pour présenter le centre hospitalier du Mans. Alors, juste pour nos intervenants, Stéphane Berthomé n'a pas forcément une connexion qui fonctionne en totale fluidité. Donc, par moment, il disparaîtra et puis il reviendra. Mais voilà, c'est la joie du direct. On connaît tous ça depuis le mois de mars. Bien, je vous donne la parole pour une bonne demi-heure où on va décortiquer ce projet-là et puis après on discutera avec les différents intervenants. Je vous rappelle les uns et les autres que ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez aussi le revoir en replay dans quelques heures dès qu'il sera en ligne. Et puis évidemment, on va se garder une bonne demi-heure d'échange après l'intervention. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, je me ferai le porte-parole de la salle. On continue à décortiquer ce projet du centre hospitalier du Mans. À vous la parole. William, je crois que c'est vous qui commencez. Hein. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vais pas parler tout à fait du centre hospitalier proprement dit, mais je vais faire un peu le lien entre ce que vient de dire Karim, c'est-à-dire les systèmes d'information géographique, la modélisation des données terrain et le centre hospitalier. C'est-à-dire que voilà, on va poser des éléments sur un système d'information et la question qu'on se pose souvent, c'est de savoir comment on passe de l'acquisition de données de terrain à un modèle numérique. Donc, pour ça, je vais illustrer un essai que nous avons fait, plus qu'un essai, un travail de rétro-engineering d'une section d'un ouvrage d'art que nous avons fait en génie civil avec le service génie civil. Donc, le but de l'opération, c'était de scanner une structure complexe et la modéliser à partir de ces données géoréférencées, c'est-à-dire la replacer, comme l'a dit Karim, dans un système de coordonnées pour voir quels étaient les impacts avec les systèmes connexes. Et c'était aussi comparer l'acquisition de la maquette numérique avec la structure projet et de valider également le processus de rétro-engineering. Donc, on va voir ce que c'est que le rétro-engineering. Le rétro-engineering, c'est avant tout un travail de modélisation d'un environnement ou d'un ouvrage existant pendant toutes les phases du projet, que ce soit en avant-projet pour faire de la modélisation de terrain, par exemple. Quand on manque d'informations, c'est pendant la construction pour vérifier que la construction se passe dans les limites de tolérance souhaitées. Et ensuite, on peut aller jusqu'à la maintenance, voire jusqu'à la fin de vie du projet
en cas de démolition, pour essayer de comprendre quels sont les impacts de ces démolitions sur ce qui peut rester comme infrastructure. Donc, ça permet, comme je l'ai dit, entre autres, de déterminer une position. Typiquement, j'ai eu l'occasion de faire ces modélisations d'ouvrages sur des travaux routiers que Stéphane connaît bien sur le RCEA. Déterminer en phase avant-projet si les ouvrages d'art sont bien à la position qui sont déterminés pour coller ensuite le projet sur ces ouvrages d'art. Pour vérifier des géométries, des états d'infrastructures et les contraintes que ces structures et ces infrastructures peuvent subir ou qu'ils imposent sur un environnement de travail complexe. Donc, on est bien dans le but de modifier et de contrôler, restaurer et travailler à proximité d'un ouvrage existant. Donc, pour illustrer, je vais vous dire ce que l'on a fait au niveau des aménagements extérieurs des lignes T4, T5 et T6 à la gare de Lyon. Un ouvrage génie civil était en train de se construire et dans le but de valider un processus de rétro-engineering, nous avons pris parti de modéliser cet ouvrage d'art en cours de construction pour valider qu'il était bien en phase avec le projet, donc avec une maquette numérique Revit. Donc typiquement, des scans ont été réalisés pour générer ce que l'on appelle un nuage de points. Donc je reviens un petit peu en avant. On a en face de nous un scanner laser dont le but est de fabriquer un nuage de points d'un environnement existant. On voit sur la partie droite des cibles et qui vont permettre de géoréférencer, et Karim l'a dit tout à l'heure, l'importance du géoréférencement pour recoller les différentes infrastructures sur le réel et dans un système de coordonnées géographiques particulier. Donc, après cette phase de positionnement de cible, nous avons réalisé à peu près une trentaine de positions de scan avec des recouvrements. Donc, on voit bien que l'objet était d'acquérir le plus de données possible pour pouvoir avoir des précisions extrêmement grandes et relever le maximum d'informations possibles. Il faut savoir que nous avons scanné l'extérieur et l'intérieur de l'ouvrage sur cette partie, les scanners travaillant quasiment dans le noir absolu, ce qui ne pose pas de problème. Ensuite, il a été procédé au nettoyage et à la segmentation et au géoréférencement du nuage de points. Donc, nous allons nous concentrer là sur la partie P1 et nous voyons que là déjà, on a pu segmenter les parties pour pouvoir nous focaliser sur les informations nécessaires et suffisantes. Donc là, on a véritablement un travail de sobriété numérique, j'allais dire, c'est quelles sont les données nécessaires et suffisantes minimum qui vont nous permettre de pouvoir réaliser la modélisation de la partie qui nous intéresse. À partir de cette modélisation, il y a un travail d'extraction des lignes de rupture, c'est-à-dire que nous avons des logiciels qui permettent, une fois le nuage de points segmenté, de pouvoir projeter sur ces lignes des lignes de rupture, des polylignes, qui vont nous permettre de pouvoir fabriquer un modèle extrêmement léger, mais géométrique, extrêmement précis de la forme générale de cet objet. Une fois que nous avons extrait ces informations, on revient vers un monde que l'on connaît tous, les mondes du DWG, de l'AutoCAD, du Covadis, du Mensura, de tous les outils qui vont nous permettre ensuite de pouvoir réintégrer donc ces modèles dans un environnement géospatial commun. Donc, on voit bien ici la notion d'interopérabilité des objets. Déjà là, on peut parler de BIM. On a extrait un modèle
d'infrastructure qui va nous permettre ensuite de l'intégrer dans un ensemble, une maquette numérique globale, pour, dans ce cas, vérifier que tout était en place. Une fois, effectivement, que nous avions extrait ces informations, nous avons comparé le modèle théorique, c'est-à-dire l'extrait des plots de béton qui avait été demandé, de projet, je vous prie de m'excuser, avec ce qui a été réalisé. Donc là, nous avons des workflows, des processus que nous mettons en place et que nous avons mis en place, qui permettent de comparer en fait des nuages de points ou des structures de type DWG avec l'existant. Donc ça nous permet aujourd'hui de pouvoir faire plusieurs choses. Ça nous permet de pouvoir dire, est-ce que l'objet que nous avons construit se trouve bien à l'endroit théorique? Donc ça, on est dans du pilotage quasiment en temps réel en construction. Ça peut aussi, une fois en exécution, nous dire si on est bien positionné au bon endroit, donc en termes de vérification. Le projet en quelques chiffres, donc comme l'a dit Karim, il est extrêmement important d'avoir un système de coordonnées qui soit commun au projet. Donc là, c'était pour ce projet du Lambert 93. Nous avons positionné 6 cibles géolocalisées, ce qui paraît peu eu égard à la taille de l'objet qu'il fallait modéliser. Hein, ça faisait à peu près 10 mètres de haut, 40 mètres de large sur 30 mètres, de long sur 30 mètres de large. Et on a modélisé à peu près 12 000 mètres cubes. 30 stations étaient nécessaires. Qu'est-ce que sont des stations? On a déplacé le scanner 30 fois autour de cet objet pour réaliser un projet. On a relevé à peu près un peu plus de 2 milliards de points, ce qui paraît gigantesque, avec des écarts relatifs, des tolérances de 2,5 mm. On est sur des objets extrêmement précis. Donc, pour résumer, on est passé d'une taille de projet global de 90 gigaoctets à un fichier livré et une maquette numérique qui font à peu près 11 mégaoctets. Donc voilà en quoi aujourd'hui le rétro-engineering peut aider et peut vous aider à alimenter vos maquettes et vos modèles numériques. Merci beaucoup, William. Vous avez planté le décor avec 1 milliard de points. Et donc maintenant, Stéphane va nous expliquer comment concrètement dans un projet qu'on peut avoir dans tous nos territoires, comment est-ce qu'on peut utiliser cette méthode-là. Donc là, en particulier sur l'hôpital, le centre hospitalier du Mans. Donc Stéphane Berthomé, à vous la parole pour un quart d'heure. On vous entend pas bien. Même en fait, si vous voulez bien ouvrir votre micro, parce que voilà. Comme ça, on va pouvoir vous entendre. Stéphane, j'ai l'impression que l'image est fixe. Donc, comme je vous avais dit, qu'il était possible qu'on ait quelques soucis avec la connexion de Stéphane Berthomé. C'est exactement ce qui arrive. Je me permets de l'appeler. S'il vous plaît. William, on va laisser l'équipe de Novabuild appeler Stéphane. Est-ce que vous êtes en capacité, au moins sur le démarrage, d'expliciter ce projet? Vous l'avez suivi? Alors, je ne l'ai pas suivi, mais non, malheureusement, je ne l'ai pas suivi. Je ne pourrais pas trop en dire. Non, malheureusement, non. Ou peut-être passer… Non, ce sont vraiment des projets sur lesquels je n'ai pas participé, malheureusement. Alors, il a été déconnecté, donc je pense qu'en fait, il va revenir sur scène, il va être reconnecté. Et quand tu pourras, Laura, je m'adresse à l'équipe technique derrière, peut-être proposer aussi à François Gérin de nous rejoindre, parce que François assistait à une séance de présentation du centre hospitalier du Mans, et peut-être qu'il pourra nous dire au moins le regard que le groupe de travail qu'il pilote a eu quand ce centre a été présenté.
Alors, c'est le moment difficile qu'on déteste. Alors, Stéphane, vous êtes de retour. Eh bien, tant mieux. Et on vous entend. J'espère que ça va tenir, la connexion va tenir. Ouais, donc je vais me représenter rapidement. Donc, Stéphane Berthomé, ingénieur d'études. Je suis effectivement référent BIM, mais sur la région Pays de la Loire. Donc, voilà. On a découpé le système par région. Donc, je vais vous présenter notre retour d'expérience sur le CH du Mans. Donc voilà, je vais vous présenter rapidement en quoi consistaient les travaux. Donc il s'agit de la construction de deux bâtiments de médecine. Donc voilà, avec un total des travaux. Alors il faut imaginer, c'est dans un site existant, donc c'est dans le site du centre hospitalier. C'est pas simple. Il y a donc 100 millions d'euros de travaux et 2,5 millions de VRD. Ça fixe déjà un petit peu l'échelle des VRD. Voilà, donc en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'Agence du Mans, c'était une belle opération qu'il fallait gagner. Voilà. Donc, dedans, on a à peu près 10 000 mètres carrés de voirie. Enfin, voilà, il y a des bassins enterrés. Donc, c'est des parkings à créer. C'est un beau projet pour nous en VRD. Donc, voilà. Donc, on ouvre le dossier et là, on se rend compte qu'effectivement, à l'intérieur du dossier, il y a un cahier des charges BIM. Il faut savoir qu'on est en 2017. Donc, en 2017, en VRD. Allô ? Qui est maître d'ouvrage ? Allô ? Oui, je demandais qui est le maître d'ouvrage qui vous demandait du BIM. Ah oui, le maître d'ouvrage, c'était le centre hospitalier. C'était le maître d'ouvrage. Et on sait pourquoi il demandait du BIM ? Mais en fait, il demandait du BIM parce qu'en fait, le sujet principal, c'était la construction des deux bâtiments. Donc, il faut savoir que le maître d'œuvre, on avait un architecte, donc le cabinet Raymond, et Aegis Bâtiment sont moteurs dans le BIM. Et ça, je pense que on le sait tous. Et du coup, je pense qu'il souhaitait intégrer les VRD dans la maquette numérique globale de la construction des bâtiments. Voilà. C'est pour ça que quand on a ouvert le dossier, on s'est aperçu qu'il y avait un cahier des charges BIM. D'accord. Voilà. Et des maquettes. Il y avait des maquettes, effectivement, qui étaient déjà existantes, des maquettes numériques existantes, mais uniquement pour les bâtiments. Pour nous, il y avait une maquette terrain qui était inexploitable, en fait, clairement. Donc, il a fallu créer de toutes pièces ces maquettes. Mais ça, on y viendra peut-être un peu plus tard. Je vais continuer dans le cheminement, en fait, de l'appel d'offres. Parce qu'il a fallu que nous, on s'organise, et FageRoute, qu'on s'organise pour rédiger ce qui était demandé, donc une note d'organisation BIM qui nous demandait quel est le processus qu'on allait implanter, quels sont les moyens humains et matériels dont on allait disposer pour ce chantier. Voilà, donc il faut savoir que nous, c'est pareil. En 2017, je crois que on n'est pas les premiers à faire du BIM en VRD, mais en tout cas chez FageRoute, mais on doit être les deuxièmes. En gros, c'est ça. Donc voilà, il a fallu bosser. Donc quand on lit le cahier des charges BIM, en fait, ce que cherchait Aegis, ils avaient 3 objectifs principaux. C'était surtout faciliter, sécuriser et optimiser la cellule de synthèse et sa production. Il faut s'imaginer, voilà, ça reste quand même un BIM qui est fortement axé sur le bâtiment. Et on sait que jusque dans la construction de 2 bâtiments hospitaliers, avec tous les fluides médicaux, etc., enfin tous les fluides qui transitent dans ces bâtiments, il y a une synthèse qui est extrêmement forte, en fait. Donc voilà, c'était le premier objectif, c'était d'avoir une synthèse efficace grâce à la maquette numérique. Donc là, on voit déjà que nous, on est intéressés, forcément, on en fera de la synthèse, on verra ça un peu plus tard, mais voilà, on est à notre échelle, d'accord ? Ensuite, la deuxième chose, c'était de produire les plans d'exé grâce à la maquette numérique. Donc, l'idée, a priori, dans le cahier des charges, il ne parlait pas obligatoirement de Revit. Et on ne savait pas trop
comment on allait produire nos exés. Donc, on y va. Ensuite, et obtenir à la fin une modélisation, une maquette numérique telle que exécutée, hein, donc le DOE, et grâce à l'apport de fichiers COBI. Donc, ça, c'est pareil, hein, c'est des notions qu'on ne connaissait pas, nous, à l'époque. Voilà. Et ensuite, ce cahier des charges définit effectivement les maquettes numériques, les processus partagés, la qualité, les moyens humains, etc., ce qu'ils attendent. Hein, d'accord ? Donc, nous, à partir de ça, on va rédiger notre réponse. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de ça. C'est qu'on est sur un BIM de niveau 2. Donc, je pense que, enfin, je vais le rappeler pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que le BIM de niveau 2, c'est un BIM où chaque lot produit sa maquette numérique et puis les modèles vont être échangés pour combiner, pour créer une maquette totale. Voilà, en fait. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Chacun crée sa maquette numérique et ensuite, notamment là, le maître d'œuvre pour sa synthèse, lui, le concatène pour créer une maquette numérique unique. Voilà. Ça permet aussi, effectivement, via la gestion, la GED, la gestion électronique de documents, de pouvoir récupérer les maquettes numériques de chacun et de faire sa propre synthèse, bien sûr. Ça, on le verra, c'est pareil, plutôt dans la phase travaux, ça. Voilà. Donc, on a rédigé, je ne sais pas où j'ai mis ma slide là. On a rédigé, nous, effectivement, notre note d'organisation BIM en respectant ce qui était demandé. Il faut savoir qu'à l'époque, on avait été aidé par FH Construction sur Le Mans, qui, grâce à leur BIM Manager, on a pu rédiger quelque chose qui était solide, en fait, hein, qui était bien étayé, notamment sur ce qu'on allait produire, nous, en tant qu'objet, vis-à-vis de l'attente de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire les objets 3D, nous, ce qui nous intéresse, nous, à la voirie, qu'est-ce qu'on allait pouvoir produire en tant qu'objet 3D à partir des voiries, les plateformes, les bordures, etc., le mobilier urbain, on peut parler de la signalisation, etc. Voilà, donc chaque type d'objet, chaque type d'objet, on détaillait, nous, dans notre organisation BIM, comment on allait produire, si c'était un objet 3D, comment informer, avec des informations, ou c'était quelque chose de très générique, ou voilà. On a essayé de produire, de dire, voilà, avec les plateformes, vous allez pouvoir avoir ça, ça, ça et ça, etc. Hein. Et puis, en fonction de ça, ils ont fait leur propre jugement. Et puis, on a effectivement gagné le chantier, sachant qu'on n'était pas en moins 10 ans, mais en mieux 10 ans. Et je pense que la note d'organisation BIM, enfin notre organisation BIM a pu permettre le gain de ce chantier, pour mieux. Donc voilà. Donc on a le chantier, mais maintenant le problème c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi. On n'a pas grand-chose. On va démarrer grâce aux réunions de convention BIM, en fait. C'était structuré comme ça pendant la période de préparation. Le maître d'œuvre a souhaité, il voulait que tout le monde se rencontre, tous les gens, toutes les équipes en fait qui avaient été montées pour créer la maquette numérique, créer le processus BIM. Nous, on était 2 en fait. Moi, j'étais BIM collaborateur en fait. Je m'occupais plus du processus, de la qualité de la maquette, et j'étais avec Christopher Mercier là qui doit nous écouter, je pense. Qui était lui le BIM modeler. C'est lui qui a créé la maquette numérique. Voilà, donc on s'est retrouvés tous les deux dans les premières réunions, voilà, à partir des échanges qu'on a eus pendant ces réunions, d'ailleurs fort intéressantes, parce que là c'était vraiment très collaboratif. Du coup, chacun s'échangeait un petit peu ses informations, ses tuyaux, les choses qu'on pouvait, dont on avait besoin, nous aussi, hein, clairement, comme on démarrait. Donc voilà, c'était même avec la maîtrise d'œuvre, c'était très constructif. On a pu travailler vraiment dans une bonne ambiance et je me répète, ouais, c'était constructif. Donc à partir de
toute cette réunion de convention BIM, il a été rédigé cette fameuse convention BIM que tout le monde a signée, hein, tous les acteurs, tous les lots, tout le monde l'a signé avec effectivement la reprise de ce que nous avions pu noter dans nos notes d'organisation, hein, c'est-à-dire quels étaient nos moyens humains, quels étaient nos moyens matériels, ce qu'on allait proposer comme type de maquette numérique. Voilà. Et à partir de là, la convention BIM a été rédigée et, comme je disais auparavant, a été signée par tout le monde. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que on ne savait pas trop, nous, on ne savait pas quel était vraiment le rendu qu'on allait avoir. Et ce qui s'est passé, c'est que la maîtrise d'œuvre a finalement opté pour qu'on utilise le logiciel Revit, notamment pour sortir nos plans d'exé. Ce qu'on ne savait pas trop à l'époque, c'est que Revit n'est pas adapté en fait pour les VRD. Hein. Ça, clairement, on n'arrive pas à travailler sur ce logiciel parce qu'il est effectivement adapté, lui, plus à la construction. Hein. Et notamment, on parle de niveau, de choses comme ça, de coupes, de trucs qui n'existent pas obligatoirement chez nous en tant que VRD. Hein. Nous, nos 3D, c'est plutôt chamboulé. Hein, vous voyez, hein, on n'est pas toujours très, très plan. On n'est même jamais plan. Donc, ce qui fait qu'on a du mal à s'intégrer dans ce logiciel. Ça n'a pas été simple. Voilà. Donc, je passe à la slide suivante. Un petit peu de patience, voilà, ça arrive. Voilà, donc là, je reprends un petit peu comment était constituée notre équipe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, donc il y a le BIM manager ou le BIM coordonnateur, donc c'était moi, il y avait donc Christopher, et derrière, il a fallu s'équiper de logiciels BIM qu'on connaissait pas. Hein. Même si nous, en tant qu'entreprise de VRD, nous, la 3D, on en fait depuis toujours, en fait. Hein, les terrassements, on parle de volume, de déblais, de remblais. Ça, c'est quelque chose qu'on a bien intégré. Et Covadis, qui est un applicatif qui est développé sous AutoCAD, en fait, nous a bien aidé dans ce travail-là. Hein. Covadis, c'est vraiment un applicatif VRD qui nous permet de construire toutes nos plateformes de terrassement et de pouvoir sortir du rendu 3D. On en faisait déjà hein, du rendu 3D auparavant, avant que le BIM existe, puisqu'on avait cette possibilité de visualiser nos terrains, nos terrassements, nos plateformes. Je ne sais pas si tout le monde me suit, mais voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on connaissait bien. Et il a fallu s'équiper, par contre, de Revit, forcément, et de Navisworks. Notamment, on a la chance, nous, chez FH, de disposer d'un panel de logiciels avec des tickets, c'est super souple et du coup, ça s'est fait vraiment très facilement et on a pu attaquer la maquette numérique, la modélisation. 5 minutes, hein, Stéphane. Combien? 4-5. Ah, très bien, et ben, j'accélère alors. Donc, la modélisation, voilà, on va passer sur la modélisation. Donc, les outils Covadis, hein, c'est donc ce que je vous disais, donc cet applicatif sous AutoCAD nous permet, nous, de travailler sur des objets 3D, d'intégrer des objets 3D à l'intérieur, notamment tout ce qui est mobilier, panneaux, et puis nous a permis de faire de l'extrusion, hein, de l'extrusion pour dessiner les bordures. Hein. On parle de quelque chose qui est plan, et en tirant dessus, on arrive à faire quelque chose en volume. C'était pas inné, hein. C'était pas inné, et d'ailleurs Covadis était à notre écoute pendant toute la modélisation de ce chantier parce que on a rencontré pas mal de difficultés et ils étaient contents aussi qu'on communique ensemble là, pour pouvoir eux améliorer de leur côté leur logiciel. Ça a été un travail commun, on va dire. Voilà. Ensuite, à partir de cette maquette numérique, en fait, Covadis nous permet de sortir d'exporter des IFC, et à partir de ces IFC, on pouvait les intégrer dans Revit. Et c'est là que ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que Revit gère pas du tout les plans comme AutoCAD, notamment au niveau comment dirais-je, rendu
des calques, etc. Enfin voilà, c'est pas du tout la même gestion de plan. Donc nous, on a vraiment trouvé ça extrêmement compliqué pour sortir. On l'a fait, hein, pour sortir des plans PDF, des exés de la maquette à partir de Revit. Voilà. Je continue. Je reviens un petit peu là sur ce que je disais tout à l'heure. Là, ça c'est un bel exemple de synthèse qu'on a pu faire avec la maquette de plomberie. Hein, on voit bien à droite toute la partie plomberie du bâtiment là, que j'ai isolée en fait, et à côté nos boîtes de bain qui se trouvaient, tant mieux, en face des tuyaux que sortait le lot plomberie. Voilà, ça a été intéressant. Et j'ai fait une autre extraction d'image, là on le voit, et là c'est la maquette générale, ce qui a été fait. Donc on voit bien notre partie VRD avec le parking à gauche, le bâtiment construit là par Vinci en face. Et ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, en dessous, c'est dommage, j'aurais bien aimé vous la montrer en dynamique, mais c'est pas possible, de voir les fondations des bâtiments et comment nos réseaux évite forcément toutes ces fondations pour aller chercher ce que je vous disais, les branchements, etc. On a une galerie technique, on a eu un clash aussi avec un bassin enterré qui tombait dans la galerie technique. Voilà. Et ça a été là-dessus, ça a été très intéressant de pouvoir travailler comme ça en maquette numérique avec le bâtiment et la plomberie. Voilà, ça c'était vraiment intéressant. C'était vraiment un apport, un plus que ce qu'on peut faire habituellement. Voilà. Donc, pour finir, donc notre maquette, elle n'a pas vécu en fait pendant toute la vie du chantier. Elle s'est arrêtée parce que c'était compliqué les échanges avec le terrain, des habitudes aussi forcément, des habitudes de travail qui sont différentes. Hein. Le chef de chantier a ses plans, il travaille, il ne nous remonte pas obligatoirement les informations, les modifications qu'il peut faire, tant au niveau réseau qu'au niveau voirie, etc. Donc, et puis nous, on n'est pas non plus allé chercher les informations, clairement. Du coup, la maquette, elle est restée un petit peu comme ça, en stand-by pendant toute la durée du chantier. Depuis peu, là, ce qui est dommage, c'est que du coup, ça nous oblige pour la partie dehors. Cette fois-ci, Stéphane Berthomé est reparti. Alors je vais demander à William de nous rejoindre et d'ouvrir son micro, et on va démarrer les échanges en attendant que Stéphane nous rejoigne. On a quelques questions pour vous, William, et puis je pense que vous pourrez aussi réagir sur quelques questions spécifiques au Mans. Tout à l'heure dans la présentation, on a l'impression, c'est pour ça que vous avez dit 1 milliard de points, on se demande si à un moment on n'a pas trop d'informations. Exactement. Et alors on fait quoi quand on en a trop? C'est une très bonne question. En fait, aujourd'hui, d'une manière connexe au rétro-engineering et on en a parlé tout à l'heure avec Karim, moi, je travaille aussi sur le projet Mind dans tout ce qui est… on se pose vraiment les questions de savoir quelle est la donnée nécessaire et suffisante, minimum qui est utile pour tout le long de la vie du projet, en fait. Alors, les outils que nous utilisons nous proposent d'utiliser ces milliards de points, mais bien évidemment, pour des questions de performance, de calcul, de stockage, etc., il y a un travail préalable que je n'ai pas démontré ici qui permet ça s'appelle la décimation, c'est-à-dire qu'au lieu de se retrouver avec des milliards de points, l'un des premiers objets, c'est d'alléger considérablement, en lien avec, avec les besoins du projet, le nombre de points. Mais oui, on est très, très, très attentif à ces questions. 1 milliard, ça ne sert pas dans tous les cas. Et le surcoût du scan, de travailler sur ce nuage du point, en vaut-il la peine? Alors, absolument. Tout dépend de ce qu'on veut faire. C'est toujours pareil, il faut toujours le relativiser par rapport au projet. Typiquement, lorsqu'on fait une vérification avant-projet, typiquement pour la route RCEA, de savoir si un ouvrage d'art est bien positionné à l'endroit où il doit être,
et pour contrôler effectivement pour contrôler les données que nous avons en entrée, et souvent le client ne nous donne pas l'ensemble des informations, où on se pose la question de savoir si elles sont justes, ou dans le cas d'infrastructures linéaires sur du rail, typiquement, où on se doit de savoir si les objets sont véritablement à l'endroit indiqué. Alors, oui, pas pour tout, mais dans la majorité des cas où on a des travaux extrêmement importants qui sont liés au positionnement de certains objets pour le recollement, alors mieux vaut faire un scan plutôt que de partir dans l'inconnu. Comme on l'a vu là, avec des fluides à raccorder, au moins on sait qu'ils vont tomber juste, quoi. Ah, absolument. Ou sur des lignes à haute tension, typiquement, on a des travaux. On ne sait pas trop dire à quelle distance des infrastructures sont les câbles. Dans ce cas-là, mieux vaut amener un scanner, faire les nuages de points, calculer la hauteur réelle, plutôt que de prendre des risques sur des nacelles ou toute autre chose sur les chantiers. Et si on sait pas, si on n'a pas la compétence en interne, il y a des prestataires extérieurs qui savent faire ça, et y compris à vous simplifier ensuite le résultat obtenu, où ils vous balancent les milliards de points. Absolument. La chaîne de production en rétro-engineering, certaines entreprises sont spécialistes d'acquisition de données, donc il en existe plusieurs, soit des données statiques, on arrive dans un immeuble pour reconstruire l'immeuble jusqu'à la modélisation. Ensuite, tout dépend des prestataires, mais en général, vous pouvez trouver toute la chaîne. Et il y a même, si vous voulez prendre des infrastructures linéaires, mettre des scanners mobiles sur des trains ou voitures, etc., pour générer des nuages de points linéaires. Alors, une question qui était dans le chat, vous y avez répondu rapidement, mais peut-être que ça mérite d'être un peu approfondi. Quel est l'impact sur les travaux de cette réalisation du DOE en numérique, et notamment le fait qu'il était en progression? Je crois que vous avez répondu que c'était déconnecté. Est-ce que c'est connectable ou voilà? Alors, excusez-moi, j'ai fait une réponse, je n'avais pas fini d'écrire, mais alors, déconnecté, oui ou non? Tout dépend encore de ce qu'on veut faire. Si c'est un contrôle typiquement d'avancement de projet et qu'on s'aperçoit qu'effectivement, on n'est plus dans les axes, etc., donc j'ai pris ce modèle, mais on a des modèles d'infrastructures linéaires, de pylônes électriques et plein d'autres, ça peut être un outil de contrôle au fur et à mesure de l'avancement des travaux, effectivement. On a eu ça pour de savoir si, sur des travaux proches de lignes SNCF, si nos instruments n'étaient pas trop près des caténaires et ce genre de choses. Donc là, on a vraiment une aide à la décision quasiment en temps réel sur l'avancée des travaux. Sur d'autres choses, en avant-projet, on remodélise quelque chose qui existe, si on veut coller un ouvrage à quelque chose d'existant pour se dire on est bien effectivement sur l'objet. Et troisièmement, on a une maquette projet, une maquette numérique, on fabrique les travaux et à la fin on se dit on va voir si on est bien dans l'axe pour alimenter effectivement ce DO numérique. Donc encore une fois, tout dépend de la nature des travaux. Alors, Benoît Petit nous donne un peu d'optimisme. Vous regarderez tout à l'heure dans le chat en nous disant que tout ça, c'est effectivement en progrès. Et puis, Numériplan, par rapport à la question précédente, nous indique, mais il y a d'autres prestataires qui nous indiquent qu'ils sont en capacité de faire ce type de traitement-là. Donc, nous, on les fait en interne, mais ils ont ce contact-là. De faire ça, absolument. Alors, je ne sais pas si Stéphane nous entendait. Je crois que l'image a été coupée, mais si le son est toujours là, on va pouvoir discuter avec vous. Alors, en tout cas, donc si Stéphane on peut revenir sur scène, en tout cas, n'hésitez pas à m'interrompre, comme ça je verrai que vous êtes là et que vous nous entendez. Sinon, on va demander aussi à François Gérin de nous rejoindre, puisqu'il avait été auditionné, et il avait auditionné ce projet-là. En tout cas, moi, j'avais envie de dire en premier un grand merci, un grand chapeau à Eiffage Route de cette sincérité de la présentation du WordPress et d'avoir. J'ai pas de retour moi du tout là. Ça. Alors Stéphane, nous on vous entend. C'est plutôt bon signe. Vous me voyez. Ouais. Mais si vous n'avez pas de retour, c'est un peu embêtant. Et j'étais en train de dire que c'est un peu l'esprit Novabile, c'est-à-dire que, et surtout sur le BIM, ça fait quand même plusieurs années que tout le monde, en sincérité, dit j'ai tâtonné, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas exactement comme je le souhaitais, mais c'est quand même mieux que de ne pas l'avoir fait.
En fait, l'idée, c'est d'apprendre ensemble et c'est aussi l'objectif de ces webinars. Et donc, François, je crois que vous aviez auditionné dans le Il y a des questions intéressantes. Alors, je ne sais pas. Est-ce que Stéphane… Vous voyez là? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, Stéphane? Formidable. Formidable, vous m'entendez? Je coupe, alors. Parce que nous, on vous entend parfaitement bien. Voilà. Alors, le temps que le numérique nous gardera en lien tous les deux, il y a eu beaucoup de questions dans le chat. D'abord, sur cette question des niveaux de BIM, c'est arrivé en premier. Est-ce que vous avez commencé à un niveau 0 pour atterrir à un niveau 2 ? Mais j'ai l'impression que dans votre propos, vous disiez que ce n'est pas complètement transposable, cette idée de niveau que l'on a plutôt dans le bâtiment, pas complètement transposable aux infrastructures. Est-ce que vous pouvez revenir un peu en précision là-dessus ? Je crois qu'il ne m'a pas entendu. Alors, François, oui. on va passer à nous. D'accord. Vous m'entendez ? Tu pilotes un groupe de travail de BIM et Infra et tu as auditionné Eiffage. Qu'est-ce que tu retiens de ce projet-là ? Moi, ce que je trouve ce qui est très intéressant, c'est vraiment le retour d'expérience. L'objectif du groupe de travail qui a été mis en place il y a maintenant 2 ans, c'est de partager ces retours d'expérience à la fois du côté des entreprises, comme l'a fait Stéphane, du côté des maîtres d'œuvre et du côté des maîtres d'ouvrage, pour entendre à la fois les difficultés et puis les succès des uns et des autres sur ce type de méthode qui est le BIM, qui est quand même relativement nouvelle dans le domaine des infrastructures urbaines. Donc effectivement, Stéphane a fait la même présentation que celle que vous avez vue dans le cadre du groupe de travail que j'anime là depuis 2 ans. Et la réaction des participants de ce groupe de travail, qu'est-ce qu'ils ont retenu de cette présentation sur le moment ? Je pense qu'il y a une relative compréhension des difficultés et les messages portés lors de cette présentation, je pense, ont été bien entendus. C'est-à-dire que le BIM aujourd'hui, ça peut être vécu comme quelque chose d'absolument magnifique, d'un outil qui va résoudre tous nos problèmes d'un coup comme une baguette magique. On voit bien qu'on tâtonne, notamment dans le domaine des infrastructures. C'est peut-être un peu moins vrai dans le domaine du bâtiment qui est un peu plus mature sur ce sujet-là. Mais dans le domaine des infrastructures, on tâtonne sur les méthodologies, sur les outils. Stéphane a bien évoqué le sujet Revit. Revit, c'est pas le BIM. Le BIM se résume pas à un outil informatique. Il y a plein d'autres outils. Le BIM, c'est vraiment une méthode de travail collaborative. C'est comment on assemble des corps de métiers différents qui ont des outils différents dans un même objet qui est la maquette numérique. Alors, je ne sais pas si Stéphane nous entend. Moi, je vous entends. Je sais pas si vous... Voilà, nous, on vous entend. entendez. Oui, très bien. Il y a une première question sur la modélisation de l'existant. Comment est-ce que vous avez procédé sur cette question de la modélisation de l'existant ? Je crois qu'on va avoir du mal à… Alors, il y a énormément de questions. J'invite l'équipe de Stéphane Berthomé, tous ceux qui ont travaillé sur le projet du Mans, à répondre aux questions dans le chat. Je ne sais pas si Karim est toujours avec nous. Il était là il y a quelques secondes, mais j'aimerais bien le faire réagir à la fois sur la présentation de William Bayol et de Stéphane Berthomé. Karim. Oui, vous m'entendez ? Oui, voilà, il manque juste l'image, mais on vous entend bien. C'est en cours, voilà. Très bien. Oui, alors, plusieurs réactions. Il y a 2-3 questions qui m'ont un peu interpellé, mais qui finalement traduisent assez bien l'enjeu et l'objectif du programme MIND, à savoir la question de que fait-on finalement de l'accumulation de la donnée ? Est-il nécessaire, oui ou non, de devoir traiter l'ensemble des données, car les données sont d'autant plus importantes qu'elles sont issues d'écosystèmes numériques tout aussi importants et complexes. Donc, il se pose une question centrale qui est celle de l'API. Des API, ce sont des logiciels, des algorithmes qui permettent de communiquer avec différents univers. Ce qui permet, donc ça c'est une voie qui est en cours de réflexion, ce qui permettrait finalement à ce que chaque corps de métier qui travaille dans son propre univers puisse ne pas être déstabilisé à moyen terme, par exemple, et de privilégier plutôt des interfaces qui permettraient de faire correspondre des fichiers, des données. Voilà. Donc ça, c'est un moyen de répondre à cette question à la fois du nombre de parties prenantes dans un projet
des difficultés que peut avoir certaines parties prenantes à vouloir réellement s'engager dans la problématique et dans l'usage du BIM. C'est ce qu'évoquait, je crois, dans le projet qu'avait monté EFAGE, où le projet était à un moment donné du BIM a été abandonné, hein, si c'est un peu c'est ce que j'ai un peu compris, mais non pas parce qu'il y avait un manque de dynamisme, mais peut-être parce que les questions que soulevait l'implication devenaient trop complexes pour des corps de métier ou des organisations qui étaient déjà dans un mode de fonctionnement et dont il est très difficile des fois de sortir. Ouais. Alors, on a entendu. Oui. D'accord. On a entendu Stéphane Berthomé nous dire, mais en fait, on n'a pas pu. D'abord, notre culture n'est pas forcément d'utiliser des plans, et à la fin, donc en exé, on n'a pas vraiment utilisé la maquette. Donc à un moment, je me dis, mais est-ce qu'il y aurait un plus demain quand même à utiliser une maquette sur un chantier? Est-ce que vous, en finale, vous estimez qu'il y a un plus? Donc, si la connexion fonctionne, j'aimerais bien vous entendre, Stéphane, là-dessus. Oui, je pense que ce chantier-là nous a permis d'appréhender effectivement des belles évolutions. Hein. Je pense qu'on réfléchit, nous, au sein du groupe FH, à équiper notamment les chefs de chantier de 4 GPS qui permettraient, eux, de faire des relevés en temps réel, de pouvoir les communiquer au bureau d'études, déjà d'avancer, nous, ce qui nous permettrait de faire évoluer la maquette numérique. Et inversement, ces 4 GPS équipés de tablettes pourraient aussi permettre de visualiser cette maquette numérique. Et on sait que sur un chantier, la visualisation 3D est importante. Je pense notamment aux bordures, quand on voit que sur des chantiers très urbains, avec les bordures qui se retournent, les vues de 15, enfin là je parle peut-être à technique, les vues de 15, les vues de 2, les trucs, visuellement, c'est un vrai plus, hein, la maquette numérique. Hein. Ça c'est sûr. Hein. On le voyait peut-être pas très bien parce que quand on zoome sur une maquette numérique, avec le niveau des détails qu'a pu apporter Christopher, on a vraiment un très bon rendu et c'est un véritable atout sur le chantier, je le pense. On a vu les difficultés parce que c'était aussi une première. Mais est-ce que vous pensez que c'est quand même accessible à tous les types d'entreprises qui peuvent travailler dans les travaux publics, Stéphane, à terme? Alors oui, à terme, oui. Oui, je pense que nos bureaux d'études, on a du personnel qui est compétent, notamment sur les logiciels dont je parlais tout à l'heure. Donc là, il y a Covadis, mais il y a aussi Mensura qui existe, qui permet également aussi d'extraire, d'exporter du fichier EFC. Et je pense que voilà, les PME, autres que les grands groupes, feront de l'IFC et feront de la maquette numérique. Voilà. Après, allez-y. Allez-y après, oui. Oui, après, voilà, je pense qu'on n'a pas encore conscience, ou tout le monde n'a pas pris conscience de l'apport que pouvait nous amener la maquette numérique. Là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, on a très peu de chantiers qui sortent en BIM, il faut le dire clairement. La plupart du temps, voire 100%, c'est comme nous, ce qu'on a vécu. C'est-à-dire qu'on ramène, on raccroche les VRD à des maquettes numériques, à des processus BIM bâtiment. En fait. Oui. Mais vas-y, je t'en prie, William. Allez-y. Karim, j'ai bien noté, mais tant que Stéphane a la connexion, j'ai envie de rester avec lui. William, vous voulez dire un mot? Oui. La direction des supports opérationnels chez FH travaille actuellement, et je travaille sur la mise en place de ce qu'on appelle le jumeau numérique. Et l'interaction, en fait, et tout le long du cycle de vie du projet, entre la maquette numérique et les documents, la GED, est interconnectée au planning. Vœu pieux, ce serait le miracle, le Saint Graal. Comment, tout le long de la vie du projet, suivre l'évolution, un peu comme à l'EPLM dans l'industrie et les jumeaux numériques industriels, comment on pourrait faire en sorte d'appliquer ces technologies et ces techniques au niveau de nos travaux. Ce sont des choses sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Et on va faire un test pendant 6 mois, là, à peu près entre janvier et août, sur justement la mise en place de ce type de structure informatique et d'organisation informatique autour de la structuration des données. Et je l'ai vu quelque part dans le chat, du découpage de la maquette, des briques élémentaires qui vont permettre de pouvoir
uniformiser et unifier la data et l'organisation du projet et tout le long du cycle de vie. Karim doit bosser sur ce type de deux choses également, c'est primordial. Et aujourd'hui, je pense que dans ces maquettes numériques, on l'utilise, nous, pour les lignes 16, les lignes du Grand Paris, elles sont aujourd'hui indispensables. Oui, la maquette 3D devient un élément majeur de nos travaux. On voit des choses qu'on ne voit pas sur des plans. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que grâce à ces jumeaux numériques, grâce à ce BIM, on peut interconnecter tout un tas d'éléments autour de ce projet. Des lunettes à réalité augmentée, des tablettes pour aller lire les plans, des IoT qui vont alimenter la maquette en temps réel, pourquoi pas des sensors, etc., qui vont participer en temps réel à l'évolution du projet. Alors, Karim, vous vouliez dire un mot là tout à l'heure, mais vous venez en plus d'être interpellé par William. Oui, mais l'intervention de William corrobore un peu le sens de mon propos. C'est si je reviens sur le sujet Mind, l'un des objectifs de Mind, c'est aussi de prendre de la hauteur sur les difficultés actuelles. C'est-à-dire que le Mind est quand même parti d'un postulat qui est le suivant. Des univers et des corps de métier extrêmement complexes, qui ne communiquaient pas entre eux, avec aussi une perte de temps importante lors des recollements. En parallèle, il y a une évolution et une complexité des projets et il y a des intrants, des inputs qui sont de plus en plus diversifiés. Donc, il se pose la question de cette homogénéisation. Cette homogénéisation ne peut pas se faire d'un simple claquement de doigts. D'où ce programme Mind, qui est aussi un programme d'expérimentation. L'un des objectifs, si on prend tous du recul, l'idée de faire une maquette numérique avec la convergence qui permet de faire converger des univers numériques complètement divers a aussi un avantage. Et là, il faut se mettre sur il faut se projeter à moyen long terme. Les aménageurs, les usagers des villes et des territoires pourront également être bénéficier de ces outils-là. Et c'est ça l'enjeu, c'est qu'à un moment donné, on commence à voir que dans une ville, il y a des gestionnaires des réseaux électriques, il y a des gestionnaires de la Smart City, des gestionnaires de la circulation automobile, des gestionnaires de la qualité, de la performance environnementale des bâtiments. Et la question centrale est, tout ceci, comment peut-on faire pour que ces informations puissent être interconnectées via des processus de développement que souhaite pousser justement Mind à travers ce que je disais tout à l'heure, l'interopérabilité des fichiers et des données, la constitution d'interfaces à travers des API. Et justement, à travers le développement d'API qui permet de faire communiquer des univers divers et la notion d'interopérabilité qui permet justement de faire la convergence de fichiers différents, qui permet de régler des difficultés en termes de projection cartographique, de déformation géométrique des infrastructures, par exemple, c'est un moyen de rassurer, à mon avis, le confort que chacun peut avoir dans son propre univers. Voilà. Merci de ce message optimiste. Stéphane, je ne sais pas si vous êtes encore avec nous. Mais je pense que oui. Eh bien, on vous entend. Justement, la maîtrise d'ouvrage, quel usage elle en a fait de la maquette sur laquelle vous avez travaillé? Est-ce que vous savez s'il y a une suite, s'ils l'utilisent au quotidien, s'ils ont récupéré une maquette pour ou qu'ils souhaitent récupérer une maquette ensuite pour l'exploitation de leur équipement? Alors, le maître d'ouvrage va récupérer une maquette effectivement d'EWE et grâce apparemment j'en parlais dans ma présentation des fichiers COBie. Nous, on n'a pas intégré cette partie-là pour l'instant. Grâce à ça, ils vont pouvoir incrémenter, alimenter leur base de maintenance, leur maintenance pour les années à venir, en fait, pour ce qui concerne, à mon avis, tout ce qui est réseau notamment, comme je disais, c'est assez complexe. Mais effectivement, oui, le but, c'était aussi cette idée de maintenance. Ils avaient besoin de récupérer des données pour la maintenance. En termes de coût, rapidement, peut-être, là, sur l'avenir, on parlait de l'avenir de la maquette, peut-être dans les VRD. Effectivement, je pense que, voilà, on parle de projets peut-être un peu complexes, des choses, mais il y a des projets au jour le jour. Je pense que la maquette numérique, elle peut se mettre au niveau de chantier de toute taille.
il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé de sortir des grands projets pour faire des très grands projets pour faire du BIM. On peut très bien réfléchir. Je pense que William, il me rejoindra. On en avait, je pense, discuté. C'est sur le fait qu'il faudra déjà rien dans la phase d'étude, la phase d'étude des dossiers de consultation. Pourquoi pas démarrer avec une maquette simple à partir de nos logiciels ou de Civil 3D, j'en sais rien, pour intégrer déjà des maîtres, des choses comme ça, des choses qui puissent nous aider, nous, dans la phase de préparation de la réponse à l'appel d'offres. Et cette maquette, même si elle est petite, même si c'est un embryon de maquette, on va dire, elle demande qu'à évoluer. Si on gagne le dossier, ben, on a déjà une base, on peut retravailler. C'est des choses qu'on peut donner au chef de chantier, ça sert à l'implantation, etc. Voilà. Je pense que c'est peut-être là-dessus qu'on a besoin de travailler, nous, et éventuellement d'intégrer cette maquette numérique, parce que sinon on va attendre que le maître d'œuvre ou les maîtres d'ouvrage décident d'en faire. Ça, c'est peut-être pas. Et là, on attend, puis on voit pas grand-chose venir. Donc, c'est peut-être à nous d'intégrer cette maquette, nous, rien, en tant que dans nos études déjà. Voilà, je sais pas. Il y a un petit débat là dans le chat sur le surcoût. Certains dans votre équipe, je crois, ont répondu. Oui. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, il est compensé par des gains, ou est-ce qu'on peut parler que de surcoût sur cette question-là? Je pense que sur le CHM, le gain, il a été. Non, je pense pas qu'on puisse parler de gain. Je pense qu'on peut parler surtout de surcoût. Parce que la modélisation, il faut savoir qu'elle a pas été simple, hein, parce que on a démarré, on a initié des choses, hein, même on a eu des soucis de géoréférencement, mais des trucs compliqués qui n'avaient pas été impactés, qui n'avaient pas été pris en compte par les développeurs de logiciels, hein, parce qu'on a des architectes qui ont l'habitude de travailler d'une façon face à leur bâtiment, hein, voilà, tout est bien, tout est droit, alors que la réalité du terrain n'est pas ça, il y a toujours des angles de rotation, et ça n'avait pas été intégré. Il a fallu que Covadis fasse un truc vite fait pour qu'on puisse intégrer notre maquette, nous, dans la maquette de l'architecte. Voilà. Une des dernières questions pour vous, est-ce que vous avez utilisé la maquette sur le chantier? Est-ce que vous en avez fait un usage chantier de cette maquette avec un travail un peu spécifique avec vos équipes? Hélas non, et c'est là que je trouve que c'est dommage, parce que même s'ils ont pu la voir, la maquette numérique, je ne sais pas, Christopher, peut-être lui qui est à l'agence à 100%, répondra mieux que moi, répondra que nous. Mais je pense qu'ils l'ont vu, mais ils ne se l'ont pas approprié, clairement. Et on n'avait pas obligatoirement les moyens informatiques. Maintenant, des choses qui se mettent en place. Hein. On travaille aussi sur des logiciels, nous, Final 4, qui permettent de faire du reporting de chantier, etc. Donc voilà, William le sait très bien, il y a une dynamique numérique qui se fait au sein des phages. Donc voilà, ça se met en place. Et voilà, on contribue tous, nous, enfin en tout cas, moi, à mon niveau, j'essaie de contribuer à ça pour qu'on puisse donner des outils numériques aux chefs de chantier. Alors, il y a Karim qui voulait prendre la parole, mais je vois que l'image est repartie. J'avais une question pour François Gérin. Avant de parler de la conclusion, vous travaillez dans une agence qui est plutôt en maîtrise d'œuvre, et vous avez beaucoup de projets qui passent dans cette agence. La proportion de projets qui sont commandés en BIM, vous estimez aujourd'hui à 10%, 50% pour des projets d'aménagement? Alors, oui, je vais juste me présenter rapidement. Donc, moi, je suis responsable du domaine infrastructure urbaine chez SCE, qui est une société d'ingénierie spécialisée en aménagement en environnement. Donc, moi, mon métier, c'est les VRD et la maîtrise d'œuvre. Donc, aujourd'hui, c'est marginal. Je rejoins ce que disait Stéphane, c'est extrêmement marginal. Malgré tout, on voit, alors c'est lié à des territoires. On voit sur certains territoires quand même une émergence du BIM. Donc, ces territoires, c'est Paris, la région parisienne, c'est Marseille, où certains maîtres d'ouvrage maintenant systématisent la demande de production en BIM, de maquettes numériques, au stade de la maîtrise d'œuvre. Mais ça reste globalement sur le volume d'affaires que l'on traite marginal. Mais ça s'accélère. Hein, je parlais du groupe qui a été créé en 2018. En 2018, on avait un dossier comme ça. On voit bien dans les appels d'offres et dans les dossiers qu'on gagne que les dossiers se multiplient. Donc, il y a un effet boule de neige. Je pense qu'il va se faire aussi sur les autres grosses collectivités maintenant. Mais pour le moment, vous voyez plutôt la maîtrise d'ouvrage avec parfois les assistants maîtres d'ouvrage en moteur et pas encore les entreprises proposant du BIM, même si on ne leur a pas demandé. Ça, vous ne voyez pas? Oui. Enfin, aujourd'hui, notre vision, c'est celle-ci. Mais là, il ne faut pas jeter la pierre aux entreprises. Le BIM, c'est un investissement. Stéphane l'a dit, hein, c'est un coût
pour les entreprises en termes d'outils, de méthodes. Alors, plus en termes de méthodes et de processus qu'en termes d'outils, parce que je pense qu'on a la chance aujourd'hui en infrastructure d'avoir des outils, ils ont été évoqués, hein, Covadis et Mensura, qui sont quand même performants sur ce sujet-là, mais ça change clairement nos process de faire, nos process collaboratifs, les process de production, et donc ça demande de la formation des collaborateurs, un temps d'adaptation sur toute la chaîne de production. Alors, avant de donner la parole à François pour qu'il fasse la conclusion, est-ce que William, Karim ou Stéphane, vous avez un dernier mot dans cet échange que nous avons eu? William. Une petite chose à dire très rapide. Je pense que le BIM et la transition numérique va nous amener à réfléchir sur une nouvelle organisation de nos métiers de toute manière. Il va falloir qu'on pense peut-être les choses autrement. Ça va pas se faire en 2 minutes. Mais aujourd'hui, je pense effectivement, et je rejoins parfaitement ce qu'a dit Stéphane tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on pense maintenant tout le long du cycle de vie du projet, parce que effectivement, les gains, on les a peut-être pas en exé, mais peut-être en maintenance. Peut-être que la maquette numérique qui va ensuite s'accompagner tout le long de la vie du projet va pouvoir nous faire des gains, mais à un autre stade. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à le quantifier, mais que ça va demander un travail sur nos futures méthodes de mise en place et de gestion de projets complexes. Karim, si vous nous entendez? Oui, je vous entends, mais j'ai un problème avec ma caméra. Donc... Là, et Stéphane? Vous m'entendez? D'accord. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Un dernier mot? Très bien. Non, mais je suis totalement en phase avec ce que vient de dire William. C'est aussi l'objet du programme Mind. Quand je parlais tout à l'heure de prise de hauteur, c'est exactement pour cette raison, à savoir d'insérer finalement, de repenser le cycle de vie du projet d'une infrastructure, à la fois sur l'infrastructure elle-même, mais également dans son ancrage territorial. Les territoires changent. Quand vous construisez un pont, quand vous construisez une ligne de chemin de fer, l'environnement urbain autour où le paysage évolue. Et donc, ces évolutions doivent également être le plus réactif possible dans l'acquisition des données. Et donc, il y a du coup un enjeu pour les usagers, pour les exploitants, et c'est en ce sens où si on regarde les investissements mis en place, à mon sens, cela peut ouvrir effectivement des nouvelles organisations dans la conception, dans les équipes projets, même également dans les équipes de conception, de maintenance ou d'exploitation. Et puis, on en est sûr, là c'est plutôt une conviction et qui est partagée par plusieurs, d'économie d'échelle très importante. Pour tout simplement ne pas réinventer le filet, couper le beurre, ne pas redupliquer, recréer des données qui existent, parce qu'il y a aussi la connaissance de l'accès aux données, qui est un énorme problème aujourd'hui. Par exemple, et après j'en finirai là, quand on parle de VRD ou de réseau enterré, de simples travaux de réhabilitation de rues ou de trottoirs ou de chaussées posent des questions sur la connaissance de l'état des réseaux enterrés. Voilà. Et ça on peut perdre beaucoup d'argent. Voilà. Okay. Alors Stéphane, un dernier mot également. Alors moi, je veux dire, je sais pas, en tout cas, moi, je fais le tour des popotes un peu là, des bureaux d'études dans ma région, et les gens ont envie de faire du BIM. Ça, clairement, tout le monde a envie. On a des jeunes chefs de chantier qui ont envie aussi de travailler sur le numérique, et Fage aussi a envie de faire du numérique, et tout le monde va y gagner, ça c'est sûr. Voilà, il faut que ça se mette en place, mais grâce à, je pense qu'on va y arriver. Et en tout cas, voilà, les gens ont envie, ça c'est sûr. Alors, un mot de conclusion, François, ici, en tant que NovaBuild, hein, puisque tu pilotes un groupe de travail de NovaBuild, et peut-être répondre aussi à ce que vient de dire à l'instant Stéphane. Si les gens ont envie, il y a peut-être un endroit où ils peuvent se retrouver. Voilà, exactement. Ça va être très bref. Hein. Partagez, échangez. Voilà, réunissez-vous, faites part de vos retours d'expérience. Je crois que c'est le meilleur moyen pour progresser tous ensemble sur ce sujet-là, que l'on soit maître d'œuvre, maître d'ouvrage, entreprise, éditeur de logiciels. Hein, c'est ce qu'on fait dans le cadre du groupe de travail aujourd'hui. Donc, on est sur des choses qui sont sur du work in progress. Donc, c'est très important que chacun puisse s'exprimer sur ces sujets-là pour qu'on progresse ensemble. C'est un groupe qui est fermé, ouvert, parce que parfois les groupes de travail, on a l'impression que c'est des on accueille toutes les bonnes volontés, voilà. C'est très ouvert, comme je l'ai dit, on accueille des maîtres d'ouvrage, des entreprises, des maîtres d'œuvre, des éditeurs de logiciels, des universitaires, des gens de la formation, issus de la formation, des gens, voilà. C'est très divers. On a un noyau dur de 4-5 personnes.
En 2 ans, on a fait 11 réunions et on a une 12e réunion qui se tiendra la semaine prochaine où il y aura une présentation d'ailleurs du projet Mind. Et on voit bien que ce groupe est vivant, donc ça démontre l'intérêt de toute la profession sur ces sujets-là. Alors, on nous demande s'il y a eu un groupe similaire sur le bâtiment. Donc, Novabuild a animé un groupe similaire sur le bâtiment ces 5 dernières années. On estime qu'on a fait monter 100-150 personnes en compétences sur le bâtiment et on est en train de le reconfigurer pour qu'il corresponde plus à un niveau de maturité qui est aujourd'hui différent. Juste un mot, François, comment est-ce que ça fonctionne, ce groupe de travail? On dit groupe de travail, est-ce que vous travaillez vous-même sur des maquettes ou vous auditionnez pour qu'on voit? Alors, en fait, on a différents axes de fonctionnement, hein. Effectivement, on a du retour d'expérience, comme ce qu'a présenté Stéphane, alors, sur des projets très divers. Là, c'était sur du VRD, on a eu sur le métro au Québec, on a eu sur des ouvrages maritimes, par exemple. On a fait aussi un système, pendant plusieurs séances, système de jeu de rôle. On a pris un projet réel et on s'est mis dans la position d'un maître d'ouvrage qui devait construire une charte BIM avec toutes les problématiques que ça peut poser. C'est des présentations d'éditeurs de logiciels, donc la forme est très variée, on est vraiment ouvert à toutes les propositions, il n'y a pas de, il y a rien de censuré, au contraire, plus on est nombreux, mieux c'est. Merci beaucoup François. Alors il y a eu un petit pop-up où vous pouviez cliquer si vous aviez envie d'avoir plus d'informations. Je voudrais maintenant peut-être que Laura nous fasse apparaître les prochaines étapes pendant que je remercie nos 4 intervenants, William, Karim, François et Stéphane. Donc, comme je vous le disais, c'est une première d'un cycle de 4 rencontres et il y en aura d'autres certainement dans l'avenir. Donc, organisées par 4 clusters sur les territoires. La prochaine rencontre, ce sera le 15 janvier avec Indura, donc Rhône-Alpes-Auvergne. Le 12 mars avec le cluster éco-chantier en Bourgogne-Franche-Comté et le 16 avril avec ODIS dans la Nouvelle-Aquitaine. Donc, vous voyez les thèmes. Aujourd'hui, on était sur quelque chose on a essayé d'imaginer le plus accessible possible les aménagements en BIM. On sera sur les grands linéaires la prochaine fois. L'économie circulaire, comment est-ce que le BIM peut nous aider sur l'économie circulaire? Et puis, les ponts, qui est un sujet à part entière et on a pas mal d'exemples sur les questions des ponts le 16 avril. Donc, on sera ravis de vous retrouver à ces 3 prochaines échéances et puis surtout, l'échéance suivante, et j'espère que Laura va nous passer aussi l'image, c'est l'Infra BIM Open qui se déroule à Lyon et en numérique. Le 30 août prochain, c'est une grande première en France. C'est un salon qui existe déjà depuis un certain nombre d'années en Finlande et qui vient nous rejoindre en France avec la co-organisation par Building Smart France, le Hub Innovinfra, on en a parlé un petit peu, Mind, et le soutien opérationnel d'Indura, de l'IREX, la Fédération nationale des travaux publics, le Syntec. Et donc, vous avez là, ce sera le moment fort de l'année sur cette question des BIM adaptés aux infrastructures. Donc, que vous soyez juste intéressé, que vous ayez déjà pratiqué et que vous voulez continuer à progresser ou que vous soyez déjà BIM transformé, cet événement est le vôtre, sera. Bien, je vous remercie toutes et tous et je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci de votre attention.